Gerson, bonsoir. Bonsoir Carole. Très ravi de partager ce plateau avec toi ce soir. C'est un plaisir partagé. Merci Carole. beaucoup Gerson. Chers téléspectateurs, nous avons exactement 52 minutes à passer ensemble avec vous. Bienvenue dans MAG 52, un nouveau programme de la TVT. C'est un nouveau magazine qui s'intéresse à votre quotidien, à notre vie, à tous, dans les domaines tels que la santé, l'économie, la culture, le social, etc. Au sommaire, des reportages et des invités, bien évidemment, au plateau pour faire le point sur un sujet qui nous intéresse tous, un sujet qui constitue une réelle préoccupation de tous les Togolais. Et pour ce premier numéro de MAG 52, Gerson, on parlera de quoi? Oui, à la une, Carole, de ce premier numéro, le Covid-19. Le Covid qui est une crise sanitaire, qui est aussi une crise économique et une crise sociale. Le Covid qui dure dans le temps depuis près d'un an et demi. Eh bien, nous allons en parler. Notre premier invité ce soir, eh bien, c'est professeur Didier Ekwevi. Professeur Didier Ekwevi, bonsoir. 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 Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau du MAG 52. Gerson, professeur Ekwevi est notre tout premier invité de ce magazine. Et nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est avec plaisir. Alors, le professeur Didier Ekwevi, c'est une personnalité qu'on ne présente plus, tellement il est connu des Togolais. Professeur, vous n'allez pas nous dire le contraire ce soir. Sans commentaire. Sans commentaire. Alors, les Togolais vous connaissent depuis mars 2020, début de la pandémie au nouveau coronavirus, en tant que médecin épidémiologiste et de santé publique. Vous êtes aussi le président du conseil scientifique. Et donc, c'est à juste titre que nous allons évoquer avec vous ce soir l'aspect sanitaire de la pandémie. Alors, professeur, tout de suite, nous allons suivre le quotidien de quelqu'un qui, comme vous, était aussi ou bien est toujours en première ligne dans la lutte contre la maladie. Son nom, c'est Malik. Malik, il est laboratin au CHR Lomé Commune. Gerson, il faut rappeler C'est le centre réquisitionné pour le traitement des malades Covid. Tout à fait. Alors, Anita Tigakou et Marie-Ange Bida ont suivi Malik jusque chez lui dans sa maison après une journée de travail. Tout de suite, professeur, ce reportage, nous le regardons ensemble. Avec la pandémie, Malik Kéziré a changé ses habitudes. À chaque retour chez lui à Ligbasito, ce laborantin au CHR Lomé Commune répète les mêmes gestes. De petits gestes qui sont devenus ceux de toute la famille. Merci. Ça va. Malik est où? Ok. Allez, ça va. Une fois qu'on entend la voiture klaxonner, les enfants, tout le monde, on court vers la voiture pour l'accueillir. Mais avec l'arrivée de Corona, quand on entend, on ne fait pas ça. On entend, il finit ces deux choses, il fait tout. Il se déshabille, il se douche avant de l'approcher. Allez, ça va. Bien, tu as sommeil, bien, bien, bien. Et là. Tu as mangé quoi? Quand cette pandémie est arrivée, et on a été premièrement réquisitionné par le gouvernement, notre hôpital d'abord, et puis les personnels. Une partie du personnel a été réquisitionné aussi, dont je fais partie. Ça n'a pas été facile, parce que même malgré que c'était une réquisition
Il y avait beaucoup même qui ont entre-temps demandé à partir. C'était un choc. Et oui, j'avais peur. Je me disais, comment ça va se passer, comment ça va se terminer, on ne sait pas. Donc, c'était la peur totale. Le travail se faisait d'une manière très, très stricte. Beaucoup d'attention, du prélèvement jusqu'au traitement des échantillons. C'était vraiment avec beaucoup d'attention. On a en fait deux zones. Il y a une zone verte où nous travaillons, nous sommes, et l'autre zone où sont les malades, c'est une zone rouge. Avant d'aller au prélèvement, il y a une combinaison que nous appelons ordinairement les épis. Quand la maladie a pris l'ampleur, il y avait certains collègues qui avaient peur de moi. Une fois, une collègue a eu à me dire, vraiment, vous, madame, nous, on a peur de vous. Parce qu'on s'est dit que votre mari peut vous transmettre la maladie, vous allez venir nous donner ça ici. À un moment donné, même, nous-mêmes, on était obligés même de demander à la coordination de nous faire le test nous-mêmes. Pour être sûr que pendant un certain temps, est-ce que, bon, et on l'a fait. Dieu merci. On attend qu'il y a plus de contamination. On se dit que vraiment, il y a encore du travail qui revient et à haute dose. Là, toute la chaîne est mise en branle ça. Voilà pourquoi, parfois, quand on entend le pic déjà, on n'est pas content. Quand papa parle au service, j'ai peur. Je vais prier pour que papa ne tombe pas malade. Vraiment, j'ai peur. Je me dis, est-ce qu'il va revenir en bonne santé, tout ça là. Mais quand il revient, je me dis que je rends grâce à Dieu. Je n'ai jamais regretté. Ce qui est sûr, c'est que les premiers jours ont été vraiment difficiles. Mais après, on s'est remis et puis ça va. Dans la famille Kéziré, le Covid-19 est devenu comme un invité qu'on n'a pas prévu et qu'on aimerait voir repartir au plus tôt. Alors, retour au plateau, professeur. Pendant que le reportage passait, je vous regardais, vous aussi, vous étiez attentionné. Est-ce que, par un effet de miroir, vous êtes vu dans ce reportage? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vraiment une situation qui est très difficile pour tout le monde, très très difficile, c'est-à-dire que c'est une nouvelle maladie qui est arrivée. On ne connaissait pas forcément les gestes pour éviter cette maladie, même si on avait eu un peu d'expérience avec Ebola, mais cette fois-ci c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est vraiment l'occasion ici de saluer tout le travail qui est réalisé par le personnel soignant qui est vraiment en première ligne pour soigner les sujets qui sont infectés par la Covid-19. Donc ça veut dire qu'il y a eu un changement de comportement pour éviter surtout qu'on sait que les premiers cas sont des cas que nous appelons des infections nosocomiales, c'est-à-dire qui surviennent dû au personnel de santé qui s'est infecté et qui transmettent cette maladie au sein de la communauté. Donc je ne peux que saluer tout le travail qui est réalisé aussi bien par le personnel soignant, par le personnel également qui est en première ligne, qui cherche les personnes contacts. Justement, parlant du personnel soignant, où en est aujourd'hui ce personnel soignant? Est-ce que ça sent la fatigue, l'épuisement? Ça dure quand même dans le temps, le Covid. Ce que nous savons, personne n'avait imaginé que la Covid-19 allait durer 15 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 15 mois, mais le combat est encore devant nous. Et c'est une épidémie qui dure dans le temps, donc forcément qu'il y a un épuisement physique et puis un épuisement psychologique. C'est ce que nous appelons dans notre jargon un burn-out. Et deuxièmement, c'est que cette pathologie, un burn-out, c'est un épuisement total. Un épuisement total. Ne plus avoir envie de se lever pour aller soigner. Et aussi, il y avait eu la peur d'être infecté, de contaminer ses proches, surtout au tout début de l'épidémie où il y avait pratiquement un manque d'équipement, de protection individuelle. En tant qu'agent de santé? Oui, parce que même si vous lisez toutes les informations dans les livres, vous avez peur quand même, parce que c'est une maladie qui se transmet par voie aérienne et qui se transmet également par les mains sales. C'est ce que nous appelons la transmission manuportée, c'est-à-dire qu'il suffit seulement d'une minute d'inattention que vous portez les mains vers les muqueuses, c'est-à-dire vers la bouche, le nez et puis les yeux, que vous soyez infecté. Donc voilà, il y a cet épuisement.
Et nous sommes même en train de le documenter actuellement au sein du département de santé publique pour pouvoir mesurer l'ampleur de cet épuisement physique et psychologique auprès du personnel de santé. Voilà. Professeur, dans le reportage tout à l'heure, Malik l'a dit, sa femme également l'a réitéré, la peur a été au rendez-vous aux premières heures de la maladie. Est-ce que vous avez également ressenti cette peur? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, vous l'avez également ressenti, mais parlez-nous un peu de votre entourage, vos amis, qu'est-ce qu'ils vous disaient? La situation est un peu différente parce qu'il y a d'abord ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire qui voient les malades au quotidien. Nous sommes, disons, nous réfléchissons un peu plus, c'est-à-dire que le travail d'un épidémiologiste, c'est de pouvoir collecter des données, de pouvoir les analyser, de faire des propositions. Moi, je salue beaucoup le travail qui se fait par le personnel qui est en première ligne. C'est vraiment eux qui sont au front et c'est grâce à leur détermination que nous en sommes à ce niveau actuellement. Nous n'avons pas eu le même sentiment de peur, mais nous devons aussi apprendre à se laver correctement les mains, à porter les masques pour éviter d'être transmis, puisque nous sommes en contact permanent avec ce personnel. Merci, professeur. Alors, nous sommes également intéressés à la chaîne sanitaire, c'est-à-dire que tous ceux qui sont toujours impliqués dans la gestion de la crise Covid, la santé dans tous ses états. C'est un reportage présenté par Robert Potogbe, Yata Aratem et Dodo Ouare. C'est tout de suite. Depuis plus d'un an, c'est le même scénario. Nous sommes au CHR Lomé Commune. Autour de nous, une course de vitesse pour les soignants. Chaque seconde compte. On va lui faire des prélèvements pour voir déjà le taux de glycémie et puis les autres analyses en même temps. Pour rejoindre la zone rouge, nous avons dû nous revêtir des combinaisons de protection. C'est la salle d'habillage ici pour le personnel. Ici, chacun sait précisément ce qu'il doit faire. Aspiration, ça marche? Ok. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça commence par aller. D'accord. Le taux d'oxygène dans le sang qui est acceptable pour l'instant avec la tension qui est affichée là. Donc nous sommes en train là de faire une échographie rénale qui va nous permettre de déterminer la taille et la structure des reins. Information essentielle pour le néphrologue pour qu'il puisse faire son travail. Les malades qui arrivent ici, ils n'ont pas que Covid. Ils ont d'autres maladies associées. Le plus souvent, c'est la tension, le diabète et quelquefois des autres infections chroniques comme le VIH. On va vous piquer le doigt tout petit peu. D'accord. 15 jours de traitement intensif, c'est la moyenne pour les malades. Pour cette dame, les pires moments sont passés. Moi-même, je m'en vais aux toilettes. Je pisse bien. Et puis la toux aussi est diminuée. À l'étage, nous rencontrons ces 3 guéris. Nous avons choisi de ne pas les exposer. Eux sont maintenant hors de danger. Ils n'attendent qu'une seule chose. Ça serait une joie absolue de retrouver la famille. Je suis pressé de sortir. Nous remercions le Seigneur. Ça va. Pour les soignants, la lutte est quotidienne. Des centaines d'infectés, 10% de mortalité malgré les soins. On a eu près de 1600 admissions et sur cet effectif, on a environ 96% de guérison. Il y a ceux qu'on soigne et ceux qui ont guéri. C'est le cas de cette jeune femme. En juin dernier, sa vie a basculé. La coordination nationale de Covid m'a appelé pour me dire que je suis testée positive. Bon, honnêtement, j'ai vraiment paniqué. J'ai même coulé les larmes. Au boulot, mes collègues qui le savent ne m'ont pas fui. Seulement que moi-même, je me méfiais d'eux parce que je ne voulais contaminer personne. Mais à la maison, c'est mon frère. Même quand il voit mon ombre arriver, il a peur de moi.
Autour de cette malade guérie, tous n'ont pas la même réaction. C'est le cas de cette voisine qui n'a pas craint de retrouver la jeune femme. Même si elle est atteinte de Covid, ça ne me dit mot. C'est pas ça qui va me séparer d'elle. Plus de 14 000 cas de coronavirus ont été enregistrés au Togo à la date du 13 juillet. La région maritime a été la plus touchée, mais le taux de guérison est plutôt rassurant. Le pays a enregistré un taux de guérison national de 96%. Il faut dire que parmi ces cas qui s'élèvent à autour de 14 000, à peu près 17% de l'ensemble des patients atteints de Covid sont des voyageurs, sont des étrangers qui sont venus de l'extérieur. Aujourd'hui, l'actualité du Covid, c'est la vaccination. Un espoir pour les médecins, mais un sujet de discussion entre Togolais. Dans ce groupe de jeunes, le sujet divise. Quel vaccin? Non, j'ai déjà pris les 2 doses. Après la vaccination, là, tu n'as rien eu. J'ai rien eu. Je ne veux pas me vacciner. Tu n'as pas pris la seconde. Moi, j'ai peur. Le pari désormais, susciter une large adhésion à la vaccination. Le dispositif est en place. Les soignants mobilisés, à chacun de prendre ses responsabilités. Alors dites-nous, professeur Kouvi, face à cette maladie, est-ce que notre système de santé tient toujours le coup? D'abord, dans le reportage, je voulais faire un commentaire parce que lorsque vous portez ces équipements de protection individuelle, j'ai eu l'occasion de le porter 1 ou 2 fois, il est extrêmement difficile de tenir 1 heure ou 2 heures parce qu'il fait extrêmement chaud dans ces équipements. C'est vrai. Et quand vous voyez le personnel soignant porter ces équipements pendant 5-6 heures, c'est vraiment un gros travail qu'ils font. Quant au système de santé, le système de santé, c'est au fait, par définition, c'est l'ensemble de tous les moyens que nous mettons pour pouvoir faire face aux épidémies ou faire face aux maladies d'une façon générale. Et ce qui s'est passé dans le cadre de la Covid-19, c'était d'abord une organisation toute particulière. C'est-à-dire qu'il y a un comité de crise qui est présidé par le chef de l'État, il y a un conseil scientifique, il y a un comité de gestion, et puis il y a la coordination nationale, et puis il y a la cellule sectorielle. À ce niveau, nous prenons des décisions, ou bien nous participons à la prise de décision, et c'est grâce vraiment à l'adhésion de la population que nous arrivons à tenir, parce que toutes les décisions qui sont prises, si la population n'adhère pas, nous ne pouvons pas être à ce niveau. Il faut également saluer dans cette organisation le personnel de santé qui participe très activement. On a même fait recours à des personnes qui sont retraitées, qui appuient fortement le système de santé, et enfin les partenaires au développement. C'est vraiment une équipe tout à fait solide autour du gouvernement pour pouvoir avancer et contrôler cette épidémie. Alors, parlant justement, professeur, des moyens dont vous venez de nous parler, est-ce que notre pays a disposé de ces moyens pour faire face véritablement à cette lutte contre le virus du corona? Il y a eu des changements, il y a eu beaucoup d'évolutions. Disons-le clairement, il y a eu beaucoup d'évolutions. Au tout début, il n'y avait pas de réanimateur. Il y avait pas, on ne pouvait pas, par exemple, faire une échographie directement au lit du malade. Réanimateur et respirateur, c'est la même chose, c'est le même appareil? Ça change un tout petit peu, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Oui. Mais on a aujourd'hui suffisamment de moyens pour pouvoir prendre en charge les patients qui présentent des signes de détresse respiratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 5% de ces patients qui vont venir dans un tableau clinique très grave ou bien critique, qui ont des difficultés respiratoires, donc il faut les aider à respirer. Donc il faut des machines pour les aider à respirer, et on a aujourd'hui ces machines, mais il faut quand même se dire qu'il y a aussi des limites. Les limites, c'est qu'on n'a pas suffisamment une grande salle de réanimation, et puis aussi lorsque vous avez 20, 30, 40 patients, en fait, il faut 3 personnes pour s'occuper d'un patient. Et c'est pour cela que nous disons aussi à la population de faire très attention
pour que nous n'ayons pas une surcharge hospitalière. Tout à fait. Parce que la grande difficulté, c'est la surcharge hospitalière. Tout à fait. Et l'actualité, le reportage en a fait allusion. On va aller précisément maintenant sur la vaccination. Professeur, est-ce que le dispositif tel que mis en place jusqu'ici, est-ce que ça marche? Est-ce que ça donne les résultats escomptés? Il faut voir, moi je vois le bon côté des choses, hein, très simplement parce que le Togo fait partie des pays qui ont adhéré à l'initiative COVAX, et puis il y a d'autres initiatives qui sont l'initiative de l'Union africaine, et puis le gouvernement qui va également utiliser des moyens pour acheter le vaccin. Le vaccin aujourd'hui c'est une denrée rare, et parce que c'est toute la planète qui a envie de se faire vacciner. Aujourd'hui, si vous prenez les chiffres d'aujourd'hui, c'est 3,3 milliards de personnes qui ont déjà eu la vaccination. Ce qui se passe globalement, c'est qu'on n'a pas de vaccin. On n'a pas de vaccin. Justement, vous parlez de l'initiative COVAX. Est-ce que ça marche vraiment? Nous avons au Togo eu la chance d'avoir 600 000 doses de vaccins. On fait partie des rares pays à avoir vacciné 95% du personnel de santé. Et vous pouvez vérifier, très peu de pays sont arrivés là. Et la question de l'obligation vaccinale chez le personnel de santé ne se pose pas au Togo. Ça, c'est un excellent résultat que nous avons. Et nous sommes passés d'abord aussi d'une approche population, puisque l'idée, d'abord, c'était de vacciner les personnes qui sont à haut risque d'être décédées ou de présenter des formes graves, qui sont les personnes âgées de 50 ans et plus. Et après, nous avons un peu changé de stratégie en allant vers une approche un peu sectorielle, en voulant vacciner les étudiants. Justement, professeur, parfois on a comme une impression de rupture dans les opérations de vaccination. Est-ce que c'est vraiment un souci dans l'approvisionnement de vaccins? Est-ce que c'est dû à ça? C'est pas dû à un problème d'approvisionnement, mais c'est plutôt dû à un problème d'inégalité de distribution des vaccins, ce qui est une situation tout à fait inacceptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste aux pays riches qui se sont accaparés tous les vaccins qui sont disponibles. Vous avez des pays comme les États-Unis qui sont à 60% de couverture vaccinale, alors qu'en Afrique, aujourd'hui, tous les pays africains, nous sommes à 1% de couverture vaccinale, alors que nous représentons 17% de la population mondiale. Donc cela veut dire que nous sommes dans une situation qui est inacceptable. C'est pour cela qu'il faut... Est-ce que ça ne révèle pas une faiblesse justement de cette initiative COVAX? Oui, ça peut révéler une faiblesse, bien entendu, de cette initiative, mais aussi, c'est-à-dire qu'il faut que nous fassions, il faut que dans cette crise un peu mondiale, il faut que nous sachions que chacun est en train de protéger son pays. Et qu'est-ce qui s'est passé en termes de rupture? C'est quand il y a eu une flambée en Inde, que l'Inde, qui était le premier producteur de vaccins pour l'initiative COVAX, a dit priorité d'abord à l'Inde, c'est-à-dire nous ne pouvons pas produire des vaccins, le distribuer au monde entier alors que nous sommes nous-mêmes en flambée épidémique. Donc ça, c'était une situation qu'on n'avait pas imaginée au tout début qui est arrivée. Alors, professeur, on parle de plus en plus, surtout l'OMS qui parle de plus en plus d'une troisième voire quatrième vague. Est-ce que ça craint vraiment pour nous? Et quand je dis nous, je parle bien évidemment de nous les Africains. Quel est votre avis sur la question? J'aimerais pas faire peur, mais les épidémies évoluent par vague. Une vague, c'est une augmentation brusque du nombre de cas qui va arriver à un moment de plateau et puis va descendre. Et c'est vraiment des mouvements de vagues. Et donc, mais il ne faut pas généraliser parce que dans certains pays, on va parler de deuxième, troisième, quatrième vague. Au Togo, nous avons connu une vague, c'est-à-dire qui a commencé en janvier, qui s'est terminée en mai et qui a duré 5 mois. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est tout simplement que la première vague, ou bien la nouvelle vague, est plus forte. Elle est plus prononcée, elle est plus marquée que la vague précédente. Donc, toutes les conditions sont réunies pour une nouvelle vague. Attention alors. Toutes les conditions sont réunies pour une nouvelle vague. Un, il y a un relâchement total des mesures barrières. Il suffit seulement d'aller dans les lieux de culte pour voir. Oui, ça c'est vrai. 2, nous avons une faible couverture vaccinale. Moins de 2% de la population est totalement vaccinée. 3, nous sommes en saison. Il fait frais, c'est-à-dire que ce n'est pas comme l'Afrique du Sud où ils sont en hiver. Donc, toutes les conditions sont réunies pour une nouvelle vague. On va donc appeler la population à redoubler de vigilance pour le respect des mesures barrières, professeur. Il y a beaucoup plus de prudence. Mais avant de laisser partir, professeur Didier Quevy, la question du passeport vaccinal demeure aussi un sujet d'actualité. Un mot là-dessus, professeur?
Le passeport vaccinal, c'est juste un document. C'est un document qui permet d'attester que vous avez été totalement vacciné, que vous avez reçu 2 doses de vaccin. Il y a quelques informations sur ce passeport vaccinal, c'est-à-dire le nom du vaccin, les dates de vaccination. Pour le moment, pour ce qui est du cas du Togo, il n'y a pas encore de contrainte à présenter son passeport vaccinal, mais c'est bon de l'avoir. Merci, professeur Didier Ekwevyi. Nous venons donc d'aborder avec vous l'aspect sanitaire de cette crise Covid-19. Mais le Covid-19, ce n'est pas que l'aspect sanitaire. Il y a aussi l'aspect économique, le portefeuille des Togolais. Et nous en parlons tout de suite dans la deuxième partie de cette émission MAG 52. Voilà, nous abordons la seconde partie de cette émission avec la problématique de la vie chère. La vie chère, vous le savez, c'est une réelle préoccupation pour les Togolais. Et cette vie chère, le poids se fait sentir chaque jour sur le quotidien des Togolais. Nous avons voulu suivre une ménagère au plus près de la réalité. C'est un reportage préparé par Edem Sousoupo, Nadège Yanya et Ekoï Salah. Tout de suite. Marie-Louise. Qu'est-ce qui manque encore là-bas? Il manque le gombo. Le gombo. Le maïs. Chez Madame Raimondo, c'est un rituel. Chaque semaine, avant de partir faire son marché, elle fait le point. C'est bon, maman? Oui, ça va. Entre la maison de Madame Raimondo et le marché, 3 kilomètres à parcourir. 3 kilomètres et 500 francs à payer. 300 francs de plus qu'il y a un mois. 500? Pourquoi 500? Non, ne me dis pas ça. Non, j'ai 150. En cause, le carburant plus cher. Mais après négociation, elle arrive quand même à s'entendre avec le Z-Man. « 15 heures, pleine activité au marché Ranoukopi. Direction, l'étalage de la vendeuse des céréales. Pour Madame Raimondo, c'est le début d'un véritable parcours de combattant. 900. Mais pourquoi? Non, c'est trop cher. C'est bien blanc. Ceci est blanc. Est-ce que c'est blanc? Et ça là, c'est combien? Oh, 900, c'est trop cher. Je te donne là 700. Donne-moi 2 bols. Total des courses, 30 000 francs CFA. Le budget de Madame Raimondo est déjà épuisé. Pas question d'acheter l'igname. Il n'y aura pas de foufou cette semaine. Le marché réduit au strict nécessaire. La situation dure depuis mars 2020. Quand Covid-19 est arrivé, on a augmenté tout. L'argent du transport, même ceux qui nous transportent là-bas aussi, a augmenté. En fait, nous aussi, nous devons augmenter pour avoir notre bénéfice. Pour la recoupe, pour cette année, avant là, on vendait ça à 1200. Maintenant, c'est à 2200 bols. Maïs, avant, on vendait ça à 450 même le bol. Maintenant, c'est à 750. Maintenant, pour le marché, là, c'est difficile. Si les clients viennent là, on souffre. Tu vas parler beaucoup. Parce que c'est trop cher, quoi. Vraiment, les choses sont devenues très chères. Hein. Regardez par exemple les pommes de 9 000 que j'ai achetées. Alors qu'avant c'était à 3 000. Avec 3 000, j'avais ça avant. Voilà les oignons. Franchement, je suis arrivée au marché avec 30 000 francs. Et voilà tout ce que j'ai pu acheter. Avant, j'achetais à des mètres de 300 francs et tout le monde mangeait. Mais maintenant, il faut qu'elle achète pour 1 000 francs. La situation de la famille Raimondo n'est pas un cas isolé.
La cherté de la vie est aujourd'hui vécue dans la majorité des ménages togolais. La crise sanitaire se traduit par une baisse du pouvoir d'achat. Et pour Mme Raimondo, le défi, c'est d'arriver à joindre les deux bouts. Et voilà donc la vie chère, bien sûr une préoccupation pour les Togolais aujourd'hui. La vie chère, Carole, on va en parler, c'est tout de suite avec nos invités. Et évidemment, pour cette seconde partie, nous avons 3 invités, mais en attendant que le 3e invité nous rejoigne sur ce plateau, nous avons avec nous professeur Maoli Kouchero. Vous êtes économiste, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Lomé. Professeur Kouchero, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Également avec nous sur ce plateau, dans cette deuxième partie, André Kani-Afano. Vous êtes acteur de la société civile. Bonsoir André. Bonsoir. Alors André, la première question s'adresse à vous. Ce qu'on vient de regarder dans le reportage, est-ce que c'est vraiment ce que vivent les Togolais aujourd'hui? Évidemment. Vous savez, moi, quand j'ai suivi un peu la dernière phrase de la dame, ou si vous voulez de votre confrère qui a dit effectivement que la dame est obligée de faire avec, j'ai réalisé à quel point on en parle très facilement, mais ce que les gens vivent dans notre pays est plutôt assez difficile. La vie chère, de façon triviale, voudrait que quelqu'un qui gagne un salaire, je raconte n'importe quoi, de 100 000 francs par exemple, il y a 3 ans, soit obligé de constater lorsqu'il va au marché qu'il doit débourser au minimum ce qu'il avait avant, plus, soit 20%, 50%. Et le fait est que justement, malgré tout ce que le gouvernement fait pour effectivement amoindrir les effets de la crise sanitaire de façon générale, mais aussi et surtout les effets de l'impact que cela a sur les ménages, la réalité, elle est là. Moi, je me suis présenté cet après-midi, mais avant de venir ici, au restaurant où j'ai l'habitude de manger. Je vous promets qu'il y avait une affiche qui dit le plat de salade que j'avais souvent avant à 1500 va désormais, à partir de début août, aller à, je crois, 2000. Oui, et justement, on va rebondir là-dessus. Pourquoi, selon vous, professeur, pourquoi tout augmente d'un seul coup? Premièrement, la pandémie a entraîné qu'il y a une réduction de la capacité productive des entreprises, des capacités ou de l'appareil productif d'une façon globale, aussi bien sur le plan national que le plan mondial. Pourquoi il y a cette réduction de cette capacité productive? Parce qu'au moment de la pandémie, on a dû mettre en place des dispositifs qui n'ont pas permis à ce que les ressources humaines puissent produire à leur pleine capacité de production. Et donc cela ralentit un peu le nombre de biens, la quantité de biens et services à mettre sur le marché. Et également, les mesures barrières ont fait que le système de production n'arrive pas à produire à sa pleine capacité de production. En plus de cela, nous avons les intrants, les inputs, les facteurs de production qui entrent dans la production de ces biens-là ont vu leur coût augmenter. Je prends par exemple le cas du carburant que les entreprises utilisent pour produire leurs biens. Le carburant voit son prix augmenter et il va de soi que les prix également évoluent avec. Donc tous ces facteurs combinés ont entraîné que le prix de production, l'entreprise met l'augmentation de ses coûts de production et des ressources humaines également. Alors, Covid, est-ce l'explication à tout? Finalement, ce n'est pas une excuse, professeur. Bon, si nous voulons donner la part de Covid, c'est que il y avait, les économies nationales dépendaient aussi de l'extérieur en matière de production de leurs biens, et ce qui réduit un peu les coûts de production. Donc tout ce qui entre dans la production des biens et services venant par exemple de la Chine, des Indes et autres là, avec les mesures barrières, la fermeture des frontières ou le ralentissement des trafics aériens, etc., tout cela fait que les facteurs de production qui devaient venir de l'extérieur pour produire, ces facteurs sont en baisse et avec des coûts élevés. Donc, en clair, le Covid-19 est venu accentuer la situation. Même si s'il n'était pas là, on aurait probablement d'autres facteurs qui vont jouer sur voilà, la même question, André Kani-Afano. Est-ce que le Covid, c'est l'explication finalement à tout pour justifier la hausse des prix sur le marché? Non, le Covid ne peut pas être l'explication à tout. Mais comme le disait le professeur, on ne peut pas objectivement... Du point de vue du consommateur. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas objectivement nier que lorsque mon frère qui est à Décon, qui d'habitude passait toute la journée d'abord, ensuite, il se faisait même relayer par son frère pour vendre des choses à Décon, que
À la faveur du Covid, le gouvernement décrète par exemple l'état d'urgence à partir de certaines heures. C'est clair qu'en termes de rentrée financière, la personne ne peut plus continuer ses activités. Je prends une autre personne, je parlais tout à l'heure d'un restaurant. Il se fait qu'avec les mesures barrières, si vous aviez par exemple en moyenne 100 personnes qui fréquentaient votre restaurant, les mesures barrières vous contraignent à avoir un nombre moins élevé. Donc, il est évident que ces éléments-là, ajoutés évidemment à la fermeture des frontières, ont un impact important sur le niveau de vie et peut-être, je dirais, au niveau même de l'État, sans être économiste, au niveau même de l'État, les rentrées financières que l'État pouvait avoir espérées pour mettre sa population à l'aise ne sont plus au rendez-vous. Mais il est évident, de mon point de vue, qu'un État étant justement détenteur de l'impérium et a la capacité de produire des ressources s'il veut, un État peut, s'il y a beaucoup de volonté, trouver par ailleurs un certain nombre de solutions pour que les effets de la crise n'aient pas forcément un impact trop négatif sur la population. Merci, M. Afano. L'année dernière, professeur, on annonçait une croissance, notamment le ministre de l'économie, togolais de l'économie, annonçait une croissance pour l'année 2021, une croissance de 4,8%. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation qui prévaut, est-ce qu'on est sur la même tendance? On est toujours sur la même tendance? Oui, je pense que le ministre à l'époque s'est fondé sur certaines hypothèses qui peuvent évoluer dans le temps. Dans la mesure où, avant la pandémie, on avait prévu une croissance plus élevée que ça, on ne s'attendait pas à une pandémie. Voilà que, généralement, si l'on fait ces projections-là, on tient compte de certains aspects. Est-ce qu'on est optimiste? Est-ce que c'est pessimiste? En fonction de l'évolution de la pandémie, on peut faire des projections, mais on n'a pas la maîtrise de l'évolution de la chose et donc ça peut changer à tout moment. Professeur Kouchero, vous êtes économiste. Est-ce que l'économie togolaise, notre économie, va-t-elle surmonter cette crise, selon vous? Oui, bon, moi je crois qu'on en a connu pire que ça et donc on est arrivé à les surmonter, il n'y a pas de doute. Si nous avons tous les politiques qui sont mises en place, nous avons au niveau du pouvoir public, il y a une relance des activités à travers des mesures budgétaires et également au niveau de la Banque centrale, on sent quand même qu'il y a des mesures qui sont prises pour soulager un peu les entreprises, pour les encourager davantage à produire. Et donc, on peut espérer qu'à long terme, l'économie puisse surmonter cette situation. Merci beaucoup. Dernière question à André. Même question, est-ce que selon vous, en tant que consommateur toujours, de votre point de vue, est-ce que l'économie togolaise aujourd'hui a la capacité pour surmonter cette crise Covid-19? Il me semble que si à un temps T, on peut constater que l'économie togolaise a été secouée, justement comme toutes les économies d'ailleurs, par la crise sanitaire, on peut trouver dans le génie des Togolais un certain nombre de capacités à innover. Et moi, je pense que c'est sur ça que moi je mettrai l'accent, non pas sur un état des lieux statique où on va constater qu'on est coincé, mais plutôt en se projetant dans l'avenir et en se disant si, et d'ailleurs, vous vous souvenez au début de la crise, un certain nombre de jeunes dans le pays ont fait preuve de capacité d'innovation. Et justement, donc, les domaines les plus affectés par le Covid-19, c'est paradoxalement ce domaine qui semble aujourd'hui le mieux s'en sortir. Le Covid et business, ce qui a changé dans notre économie. C'est un reportage de Tazibna Baga, Karine Orlando et Abide Nyassimbe. Depuis 15 mois, Madame Abla écoute des cache-nez ici sur le boulevard Oti Malfakassa à Bekota. Revendeuse au grand marché de Lomé, elle a vite flairé l'opportunité. La crise sanitaire du coronavirus, c'est aussi l'occasion de se lancer dans un autre commerce. Paris gagnant. Cinq à 10 paquets de 50 bavettes écoulés par jour, 20 000 francs CFA de revenus en moyenne, 150% de bénéfices. Madame Abla se frotte les mains. Ses clients, par contre, grincent les dents. Avant là, c'est un 500. Moi, avec les deux enfants, on a acheté là 5. Donc à 5 là, ça fait 2500 par jour. Cherté des bavettes, nécessité de protéger les populations, urgence sanitaire, le gouvernement a fait former 807 couturiers à travers le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Monsieur Adotevi est l'un d'eux.
Cette formation a été pour lui une porte d'entrée sur le marché lucratif des cache-nez. Certaines sociétés commandent 1000 cache-nez et l'unité qui est à 250 francs, donc ce qui fait 250 000. En gros, j'ai gagné banalement 2 500 000 à 3 millions avec les sociétés. Avec l'INAM, j'ai gagné banalement 1 500 000 et présentement, il n'y a plus de commandes. Comme je dis, il y a hoti et un tiers mon plénomi plein vote à 200 250 rien. Pour mieux que ta mise en œuvre, il y avait les didiers, mieux que ta mise trop bas et a dit, il y a vote à d'aller. Le business du Covid, c'est aussi la production et la vente de gel ou de solutions hydroalcooliques. Madame Edo, banquière de formation, reconvertie depuis 11 ans dans la vente des produits chimiques, en a fait son affaire. Au début de la pandémie, les gels classiques étaient extrêmement chers et aussi non accessibles à tout le monde. C'est la raison pour laquelle on a mis au point la solution hydroalcoolique pour que tout citoyen lambda puisse s'en procurer facilement. Au départ, la solution hydroalcoolique conçue selon les normes de l'OMS était destinée uniquement à sa famille et à ses amis. Mais la demande devenait de plus en plus pressante. Elle aussi a saisi l'opportunité. Au début de la pandémie, il y avait une forte demande, surtout en période de réouverture des églises. Les églises et les structures, ils prennent en 5 litres pour gérer les grandes foules. En ce moment, par jour, je peux vendre 5 bidons de 5 litres, ce qui fait 100 000 francs CFA. Si Madame Edo maintient ses ventes en boutique malgré la pandémie, Madame Changai, revendeuse en électroménager, a choisi, elle, de mener ses affaires en ligne. Tout passe maintenant par son smartphone. Oui, allô? Ok, pour la livraison. D'accord, merci. Le chiffre d'affaires du e-commerce, comparativement au chiffre d'affaires qu'on faisait avant, je peux dire qu'il y a une évolution de peut-être 10 à 15%. La boutique sert d'entrepôt avant les livraisons. Tout compte fait, la boutique reste toujours ouverte. Il y a les enfants qui surveillent. Au cas où il y a d'éventuels clients, ils peuvent les gérer en attendant. Outre le e-commerce, l'avènement de la pandémie a boosté le télétravail. L'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, s'y est convertie. Ici, le directeur préside une réunion de la CEDEAO sur l'harmonisation des taxes aéroportuaires en vue de la relance du trafic. Au plus fort de la crise de cette pandémie, nous avons réduit le nombre de personnels qui devaient venir au bureau, si bien qu'on a respecté la distanciation. Et tous les notes de travail ont été faits en visioconférence. Donc on n'a jamais arrêté le travail. Même on a fait nos dites documentaires de la sûreté en visioconférence depuis l'OACI. C'est très avantageux. On a pris goût même, je me demande, même si la pandémie finit, on continuera toujours à travailler en télétravail. Rien ne sera plus comme avant. Le coronavirus a bouleversé les habitudes. La tendance aujourd'hui est à la relance post-Covid. Le défi, une croissance revenue, soutenue et durable. Voilà, Gerson, je l'avais déjà annoncé qu'il aura un troisième invité avec nous sur ce plateau. Il s'agit du professeur Guy Mussodé qui vient de nous rejoindre. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ravi de vous accueillir sur le plateau du MAG 52. C'est partager ce plaisir. Alors, vous êtes professeur de lettres, quelqu'un de bien connu dans le monde littéraire et intellectuel et aussi de la société togolaise. Alors, vous allez ce soir porter votre regard anthropologique par rapport à la société. Et donc, nous sommes là ce soir dans ce magazine. Nous avons abordé plusieurs aspects concernant la crise sanitaire qui a entraîné la crise économique dont les conséquences ne sont plus à démontrer. Alors, dites-nous, question à la fois complexe et simple, selon vous, qu'est-ce que le Covid-19 a provoqué ou bien a changé dans nos vies de façon profonde? Oui, bon, comme on le disait dans le reportage tout à l'heure, les choses ne seront plus comme avant. Aujourd'hui, nous parlerons justement de pré-Covid et de post-Covid. C'est vrai, il y aura des habitudes qui seront reprises, mais fondamentalement,
nous verrons que dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs, il y a cet impact. On peut pratiquement commencer, si je prends le secteur académique, éducatif. Aujourd'hui, on est obligé d'enseigner autrement en tenant compte d'une nouvelle, en tenant compte d'une nouvelle pédagogie à laquelle on n'était pas encore, on n'était pas préparé. Parce que enseigner à travers les médias, c'est différent d'enseigner de façon présentielle. Donc, profondément, qu'on le veuille ou non, les méthodes d'enseigner, ça va changer. Même au niveau culturel et religieux, c'est très important. Même dans nos pratiques religieuses, nous avons des comportements, et je dirais même gestuels, qui sont obligés d'être révisés. Même la notion de contact, la notion de scarification et autres. Et nous l'avons également au niveau des relations interpersonnelles. Vous allez voir qu'il y a des réflexes qui commencent par être acquis. On ne se salue plus en se serrant la main. Et d'ailleurs, la salutation qui avant était de moi vers vous, mais ça devient justement un geste qui est plutôt réflexif. C'est-à-dire que vous allez voir, quand vous observez les gens, ils se saluent plutôt comme ça. Alors qu'avant, on se saluait en allant vers l'autre. Justement, est-ce que on ne se recroqueville pas sur soi-même? Est-ce que ça ne va pas changer justement quelque chose peut-être de négatif dans la société? Naturellement, parce que pourquoi je disais tantôt, d'ailleurs, je l'ai toujours dit que la Covid-19, qui était d'abord un phénomène essentiellement médical, a des dimensions à la fois psychologiques, à la fois sociologique, social et même affectif. Parce que vous allez voir que, heureusement que dans nos milieux, le phénomène est moins ressenti, mais ailleurs, une certaine classe sociale, surtout la jeunesse, est en train de perdre sa jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'ouverture sur l'autre, vers l'autre. Et le lieu de rencontre essentiel, c'est quoi? C'est l'école. C'est également les lieux de divertissement. Mais aujourd'hui, tous les parents, justement, font tout pour que l'enfant n'aille pas dehors. Professeur Couchereau, dans les amphis, est-ce que vous avez déjà senti un peu cela, ce que dit M. Guy Missolé? Bien entendu, nous ne pouvons plus enseigner comme auparavant, puisque nous devons respecter les mesures barrières. Et donc, on n'a plus un cours qui va se faire, par exemple, en une seule séance, ça va se faire en plusieurs séances, dont certaines séances qui seront en ligne. Donc, on a une nouvelle méthode d'enseignement. Mais est-ce que cela a des perturbations sur le programme de cours en général? En tout cas, je pense bien, parce que ce que nous devons faire en un semestre, ou bien ce que nous devons faire en 3 mois d'enseignement, on le fait en 4 mois, voire en 6 mois. Et donc, peut-être c'est lié au fait que c'est maintenant qu'on s'adapte à cette nouvelle méthode d'enseignement. Avec le temps, on finira par maîtriser, et puis ça va aller de soi. Merci beaucoup, Monsieur Afanou. Oui, vous me laissez poser cette question. En quoi est-ce que le Covid a modifié, votre vie autour de vous? Je voudrais juste préciser que ce n'est pas extraordinaire de constater que la Covid a modifié notre façon de voir. Si vous permettez une petite digression, avant le 11 septembre, tout le monde sait que voyager était plus facile que voyager après le 11 septembre. Donc, à partir du moment où, dans l'histoire de l'humanité, il y a des chocs à la fois politiques, culturels, l'humain arrive à s'adapter. Et donc, en clair, à titre personnel, effectivement, comme beaucoup de compatriotes, moi, je pense qu'il y a juste que psychologiquement, on doit admettre que sur le plan sanitaire, par exemple, moi, je ne pense pas que ce soit mauvais qu'on ne soit pas obligé de se serrer la main, par exemple. Je ne pense pas que ce soit mauvais qu'on puisse mettre le cache-nez parce qu'il y a un certain nombre de maladies. Les spécialistes vous diront qu'il y a un certain nombre de maladies qui ont été réduites. Mais c'est vrai que sur le plan social, évidemment, les témoignages d'affection que les gens avaient les uns avec les autres, la façon de faire le culte pour ceux qui sont croyants et d'autres aspects ont effectivement beaucoup changé. Voilà, Carole, on arrive à la fin de ce premier magazine, premier numéro de Mag 52. Oui, Gerson Ndovo, les 52 minutes sont bel et bien finies. Nous allons remercier nos chers invités pour leur disponibilité. Professeur Guy Missolé, merci d'avoir été des nôtres dans ce numéro de Mag 52. Professeur Maoli Couchereau, merci également à vous. Monsieur André Afanou, tout le plaisir a été pour nous d'avoir partagé ce plateau avec vous. Nous remercions également le Musée national avec son conservateur, monsieur Nabédé Sanda, qui nous a gentiment accueillis dans ce beau cadre pour l'enregistrement de cette émission. Nos remerciements vont également à toutes les équipes de production, rédaction, réalisation
et de la technique pour la réussite de ce premier numéro. Gerson Devaux. Oui, Carole, le Covid-19, c'est aussi le monde du spectacle qui a été durement frappé par la pandémie. Et ce soir, nous avons voulu leur faire un clin d'œil. C'est notre façon à nous de les saluer. Et nous ne les oublions pas. C'est à travers Dos d'Almeida qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Dos d'Almeida. Oui, bonsoir, Gerson. Bonsoir. C'est à vous. Le corona fait des ravages sur la planète. Méfions-nous, les mesures barrières. Le corona fait des ravages sur la planète. Protégeons-nous, respectons les mesures barrières. Luttons ensemble pour un monde sans corona. 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 Le corona fait des ravages sur la planète. Protégeons-nous, respectons les mesures barrières. Le corona fait des victimes sur la planète. Méfions-nous, respectons les mesures barrières. Luttons ensemble pour un monde sans corona. 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 Oui, merci. Bravo.